À la fête d'anniversaire de ma nièce, ma fille de 3 ans s'est exclamée avec enthousiasme « Je veux aussi du gâteau !» Ma belle-sœur a crié « Contrôle ta gamine mal élevée !» Quand ma fille a continué à demander, elle a jeté tout le gâteau sur son visage, la faisant tomber et se cogner la tête sur la table. Le sang a commencé à couler alors qu'elle perdait connaissance. Ma belle-mère a crié « Ramasse-la simplement. Nous ne pouvons pas avoir de drame à la fête de ma précieuse petite fille. » Je n'ai pas discuté. J'ai appelé le 911 et quand ils m'ont donné le rapport médical, j'ai fait en sorte de ruiner complètement mes beaux-parents. Maintenant, je suis Sylvie et voici l'histoire de comment un moment horrible a tout changé. Certaines personnes disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois elle se sert avec un accompagnement de justice qui se fait attendre depuis longtemps. C'était censé être une simple fête d'anniversaire. Ma nièce Louise fêtait ses 5 ans et ma belle-sœur Catherine planifiait cette célébration parfaite depuis des semaines. Catherine devait toujours tout faire pour les apparences, les décorations dignes de Pinterest, le gâteau élaboré à 3 étages de la pâtisserie la plus chère de la ville, les cadeaux de fête coordonnés qui coûtaient probablement plus que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Mon mari Paul et moi sommes arrivés avec notre fille de 4 ans, Émilie, qui sautillait pratiquement d'excitation. Elle parlait de la fête de Louise depuis des jours, demandant s'il y aurait du gâteau et si elle pourrait jouer avec les autres enfants. Émilie était toujours un enfant si douce et bien élevée, curieuse et enthousiaste, mais jamais exigeante ou perturbatrice. La fête battait son plein quand nous sommes arrivés chez ma belle-mère Marguerite. La cour arrière était transformée en ce qui ressemblait à une scène de conte de fées, avec des arcs de ballons et un buffet de bonbons. Marguerite n'avait épargné aucune dépense, comme d'habitude. Elle avait toujours favorisé les enfants de Catherine par rapport aux miens, faisant clairement comprendre que Louise et son petit frère Thomas étaient les vrais petits-enfants, tandis qu'Émilie était en quelque sorte moins importante parce qu'elle n'était pas l'enfant de Catherine. Pendant la première heure, tout semblait bien se passer. Émilie jouait gentiment avec les autres enfants, partageant les jouets et suivant tous les jeux de la fête. Elle passait le moment de sa vie, son petit visage rayonnant de joie, alors qu'elle participait à la chasse au trésor et aux chaises musicales. Puis vint le moment du gâteau. Catherine avait rassemblé tout le monde autour d'elle alors qu'elle se préparait à couper la magnifique création qu'elle avait photographiée sous tous les angles. Le gâteau était une œuvre d'art, 3 étages recouverts de roses en pâte à sucre et de paillettes comestibles, avec le nom de Louise écrit en script élaboré sur le dessus. Tous les enfants étaient assis aux petites tables, les yeux écarquillés d'anticipation. Émilie était assise au bout d'une table, attendant patiemment son tour comme tous les autres enfants. Alors que Catherine commençait à couper le gâteau et à servir d'abord la fille d'anniversaire, Émilie a levé sa petite main et a dit de sa douce petite voix « Je veux aussi du gâteau ». C'était une chose si innocente et normale pour une enfant de 4 ans de dire. Elle n'était pas exigeante ou impolie, juste excitée et exprimant ce que chaque enfant à la fête pensait. Mais la réaction de Catherine fut immédiate et vicieuse. « Contrôle ta gamine mal élevée !» Elle a crié à travers la cour, son visage se déformant de rage. « Ce n'est pas à propos d'elle. Elle doit apprendre les bonnes manières. » J'étais choquée. Catherine, elle est juste excitée. Elle a 4 ans et... Je me fiche de son âge, continua Catherine, sa voix devenant plus forte. Elle perturbe et gâche le jour spécial de Louise. Paul s'avança, essayant de désamorcer la situation. « Allez, Jessica, c'est juste une petite fille qui demande du gâteau comme tous les autres. » Mais Catherine était au-delà de la raison. Son visage était rouge de fureur, et je pouvais voir les autres parents commencer à paraître mal à l'aise. Certains rapprochèrent leurs propres enfants, sentant la tension dans l'air. Émilie, confuse par les cris, regarda autour d'elle nerveusement puis demanda encore. Sa voix plus petite cette fois. « Est-ce que je peux avoir du gâteau, s'il vous plaît ?» C'est alors que Catherine craquait complètement. J'ai dit non. Elle hurla. Et avant que quiconque puisse réagir, elle prit tout l'étage inférieur du gâteau, cette pièce massive et lourde qui devait peser plusieurs kilos, et la lança directement sur ma fille de 4 ans. Le gâteau frappa Émilie en plein visage avec une force terrible. L'impact fut si violent qu'il la projeta en arrière de sa chaise. Elle tomba durement, sa petite tête frappant le coin de la table de pique-nique en bois avec un bruit sourd écœurant que je n'oublierai jamais. Pendant un moment, il y eut un silence complet. Puis je vis le sang. Cela commença comme un petit filet derrière l'oreille d'Émilie, mais en quelques secondes, il se répandait sur le patio en béton sous sa tête. Mon bébé ne bougeait pas. Elle ne pleurait pas. Elle était juste allongée là, complètement immobile, son petit corps recroquevillé dans une position non naturelle. « Émilie !» j'ai crié, me précipitant à ses côtés. Je suis tombée à genoux à côté d'elle, ayant peur de la bouger mais désespérée de l'aider. « Bébé, réveille-toi. Émilie, s'il te plaît. » Le sang coulait maintenant, rouge vif contre le béton gris. Ses yeux étaient fermés,
Et elle était si pâle. J'ai pressé mon oreille contre sa poitrine et pouvais à peine entendre sa respiration superficielle. J'ai levé les yeux vers Catherine, m'attendant à une sorte de remords, une reconnaissance de l'horreur de ce qu'elle venait de faire. Au lieu de cela, elle se tenait là, les bras croisés, l'air agacé. « Elle n'aurait pas dû être si exigeante », dit Catherine froidement. « Peut-être qu'elle apprendra maintenant à se comporter correctement au fait. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma fille était inconsciente et saignait, et Catherine agissait comme si c'était la faute d'Émilie. Mais alors ma belle-mère Marguerite prit la parole, et ces mots me blessèrent encore plus profondément. « Ramasse-la juste, Sylvie », dit-elle avec dédain, agitant la main comme si elle chassait une mouche. « Nous ne pouvons pas avoir ce genre de drame à la fête de ma précieuse petite fille. Tu fais une scène. » Je la regardais avec incrédulité. « Marguerite, elle est inconsciente. Il y a du sang partout. Les enfants tombent tout le temps, » répondit Marguerite avec un haussement d'épaule. « Elle ira bien. Mais tu gâches le jour spécial de Louise avec tout ce remue-ménage. » Les autres parents regardaient avec horreur, mais personne ne dit rien. Ils étaient tous trop choqués par ce qu'ils avaient vu. Plusieurs d'entre eux rassemblaient tranquillement leurs propres enfants et partaient. Je regardais mon mari, attendant qu'il défende notre fille, qu'il dise quelque chose à sa famille sur leur comportement épouvantable. Mais Paul se tenait juste là, l'air déchiré entre sa loyauté envers sa famille et son inquiétude pour Émilie. « Paul, dis-je. Ma voix à peine un murmure. Appelle le 911, maintenant. Sylvie, peut-être qu'on devrait juste l'emmener aux urgences, dit-il avec incertitude. Je veux dire, elle est probablement juste... Elle est inconsciente, criai-je. Il y a du sang qui coule de sa tête. J'appelle le 911 maintenant. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et composé le numéro. Quand le répartiteur a répondu, je pouvais à peine prononcer les mots à travers mes larmes. Ma fille, elle a 4 ans. Quelqu'un a jeté un gâteau sur elle et elle s'est cogné la tête. Il y a tellement de sang. Elle ne se réveille pas. Le répartiteur était calme et professionnel, me guidant à travers les étapes pour vérifier la respiration et le pouls d'Émilie, tout en la gardant immobile. L'ambulance arriva en quelques minutes et je regardais les ambulanciers travailler sur ma petite fille. Possible traumatisme crânien? J'entendis l'un d'eux dire dans sa radio. Nous devons l'emmener au centre de traumatologie immédiatement. Alors qu'ils chargeaient Émilie dans l'ambulance, je me tournai pour regarder mes beaux-parents une dernière fois. Catherine coupait déjà un nouveau gâteau, essayant de sauver la fête de Louise comme si rien ne s'était passé. Marguerite l'aidait, bavardant avec quelques invités restants sur la façon dont certaines personnes ne peuvent tout simplement pas contrôler leurs enfants. Aucune d'elles ne regarda même dans ma direction, alors que l'ambulance partait avec ma fille inconsciente à l'intérieur. Les plusieurs jours suivants furent les plus longs de ma vie. Émilie avait subi une commotion cérébrale et une fracture du crâne en ligne de cheveux. Les médecins me dirent que bien que la blessure soit grave, elle avait eu de la chance. Quelques centimètres de plus à gauche et l'impact aurait pu être fatal. Elle aurait besoin d'une surveillance attentive et d'une thérapie, mais avec le temps, la plupart des enfants se remettent bien de ce type de blessure. Je m'assis au chevet de son lit d'hôpital, tenant sa petite main et regardant les moniteurs qui suivaient de ses signes vitaux. Elle avait l'air si petite et fragile entourée de toutes ces machines. Les bandages autour de sa tête étaient un rappel brutal de la violence qui lui avait été faite. Paul arriva finalement le lendemain matin, apportant du café et ayant l'air penaud. « Comment va-t-elle » demanda-t-il tranquillement. « Elle est vivante, » dis-je sans le regarder. « Ce n'est pas grâce à ta famille. Sylvie, je sais que tu es bouleversée, mais... » « Bouleversée ?» Je me tournai pour lui faire face, et il recula vraiment devant la fureur qu'il vit dans mes yeux. « Paul, ta sœur a jeté un gâteau sur la tête de notre fille de 3 ans. Elle aurait pu la tuer. Et ta mère a agi comme si c'était la faute d'Émilie d'exister. Catherine ne voulait pas que cela arrive, dit-il faiblement. Elle était juste stressée par la fête. Et n'ose pas trouver des excuses pour elle, l'interrompis-je. Elle a délibérément blessé notre enfant. Et tu es resté là et tu l'as laissé faire? Paul passa ses mains dans ses cheveux. Que veux-tu que je fasse, Sylvie? C'est ma famille. Nous aussi. Nous sommes ta famille, dis-je tranquillement. Ou nous sommes censés l'être. C'est alors que j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, j'allais y faire face seule. Mon mari allait choisir sa famille plutôt que sa fille, comme il l'avait toujours fait. Les factures médicales commencèrent à arriver dans la semaine. L'hospitalisation et le traitement initial d'Émilie coûtèrent plus de 45 000 $. Les séances de thérapie continue, les médicaments, les rendez-vous de suivi, cela s'additionnait à des dizaines de milliers de dollars. Notre assurance couvrait la plupart, mais nous faisions encore face à des dépenses substantielles de notre poche. J'ai appelé Catherine pour demander si elle aiderait avec les frais médicaux, puisque ses actions les avaient causés. Sa réponse fut exactement ce à quoi je m'attendais. « Je ne paie rien », dit-elle catégoriquement.
Émilie n'aurait pas dû m'embêter avec le gâteau. Si tu ne peux pas te permettre les factures médicales, peut-être que tu n'aurais pas dû avoir un enfant. J'ai posé la même question à Marguerite, et sa réponse fut encore pire. Catherine traverse un divorce en ce moment, dit-elle. Elle ne peut pas se permettre de jeter l'argent sur chaque petit accident. D'ailleurs, les enfants sont résistants. Émilie s'en remettra. C'est alors que j'ai décidé qu'elles allaient toutes les deux payer. Pas seulement financièrement, mais de toutes les façons possibles. J'ai commencé par documenter tout. J'ai pris des photos des blessures d'Émilie, gardé tous les dossiers médicaux et écrit chaque détail dont je pouvais me souvenir de l'incident. J'ai contacté les autres parents qui étaient à la fête et leur ai demandé d'écrire des déclarations sur ce qu'ils avaient vu. La plupart d'entre eux étaient heureux d'aider. Ils avaient été horrifiés par ce qu'ils avaient vu et voulaient s'assurer qu'Émilie obtienne justice. Puis j'ai appelé l'avocat. David Martinez se spécialisait dans les cas de dommages corporels impliquant des enfants, et quand je lui ai dit ce qui s'était passé, il fut immédiatement intéressé. Il examina toute ma documentation et interrogea les témoins, et dans la semaine, il me dit que nous avions un cas incroyablement solide. Ce n'était pas un accident, expliqua-t-il. Votre belle-sœur a délibérément jeté un objet lourd sur un enfant de 3 ans avec assez de force pour causer une blessure grave. C'est une agression. Et c'est aussi une mise en danger criminelle d'un mineur. Nous avons déposé des accusations civiles et criminelles. Le cas criminel fut géré par le bureau du procureur de district, tandis que David poursuivit le cas civil pour dommages. Mais je n'avais pas fini. Je savais que Catherine et Marguerite travaillaient toutes les deux dans des domaines où leur réputation comptait. Catherine était agent immobilier dans une firme haut de gamme et Marguerite était directrice adjointe à l'école primaire locale. J'ai fait en sorte que leurs employeurs apprennent ce qui s'était passé. J'ai envoyé des copies du rapport de police et des déclarations de témoins à la compagnie immobilière de Catherine, avec une lettre expliquant comment l'un de leurs agents avait violemment agressé un bambin lors d'un rassemblement familial. J'ai aussi tout envoyé au conseil immobilier local, puisque la licence de Catherine pouvait être révoquée pour comportement criminel. Pour Marguerite, j'ai contacté l'administration du district scolaire et le département d'éducation de l'État. Je soulignais que quelqu'un qui pensait qu'il était acceptable de minimiser la violence contre les enfants ne devrait probablement pas travailler dans une école primaire. Pendant que je construisais mon dossier, j'ai aussi commencé à enquêter sur Catherine et Marguerite plus minutieusement. Je voulais comprendre exactement quel genre de personnes j'affrontais, et ce que j'ai découvert n'a fait que renforcer ma résolution. Catherine, il s'avéra, avait un historique de comportement volatile que sa famille couvrait depuis des années. J'ai contacté son ex-mari, Thomas, qui était plus que disposé à partager ses expériences. Il me parla de l'ordonnance restrictive qu'il avait dû déposer pendant leur procédure de divorce après qu'elle lui ait jeté un vase pendant une dispute. Il me montra des photos des bleus sur ses bras où elle l'avait attrapé et des messages textes où elle avait menacé de le faire payer pour l'avoir quitté. Catherine a de sérieux problèmes de gestion de la colère, m'expliqua Thomas autour d'un café un après-midi. Elle ne peut pas gérer aucune situation où elle n'a pas le contrôle complet. La partie effrayante est la rapidité avec laquelle elle peut passer de charmante à violente. 1 minute, elle est l'hôtesse parfaite. La suivante, elle jette des objets et crie. Il me parla aussi d'incidents avec leurs enfants. Comment Catherine exploserait pour des infractions mineures, une fois faisant rester leur fils de 8 ans debout dans un coin pendant 3 heures, parce qu'il avait accidentellement renversé du jus sur son tapis blanc. Les dossiers de divorce montrèrent que Thomas avait obtenu la garde principale largement en raison des préoccupations concernant le tempérament de Catherine et ce que le psychologue de la cour avait appelé des patterns inquiétants de volatilité émotionnelle. J'ai essayé d'avertir Paul sur son comportement autour d'Émilie, continua Thomas. Je pouvais voir comment Catherine regardait votre fille comme si elle était un inconvénient, quelque chose qui détournait l'attention de ses propres enfants. Mais Paul trouvait toujours des excuses pour elle. Cette information était de l'or pour notre cas légal. David demanda immédiatement les dossiers de divorce de Catherine et les documents d'ordonnance restrictive. Le pattern de violence n'était pas isolé à ce qui était arrivé à Émilie, c'était parti d'un problème comportemental plus large qui faisait de Catherine un danger pour. Le parcours de Marguerite était également révélateur. J'ai passé des heures à parcourir les anciens comptes rendus de réunions du conseil scolaire et à parler à des enseignants actuels et anciens de son école. Ce que j'ai trouvé peignait le portrait de quelqu'un qui dirigeait par intimidation et favoritisme. Plusieurs enseignants me dirent, officieusement, sur le traitement que Marguerite réservait aux étudiants qu'elle jugeait problématique. Il y avait le cas de Marc, un enfant de 7 ans avec TDAH, que Marguerite avait fait s'asseoir seul dans le couloir pendant 1 semaine entière parce qu'il perturbait la classe. Quand ses parents se plaignirent, elle leur dit qu'ils devraient considérer l'école à la maison s'ils ne pouvaient pas gérer les conséquences du comportement de leur fils. Puis il y eut l'incident avec Sofia, une élève de 3e année dont la famille avait récemment immigré du Mexique.
Sophia apprenait encore l'anglais et avait parfois du mal à comprendre les instructions. Au lieu de fournir un soutien supplémentaire, Marguerite avait recommandé que l'enfant redouble, disant aux parents que certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour le succès académique. L'histoire la plus accablante vint de Jeanne, une enseignante de maternelle qui avait travaillé sous Marguerite pendant 5 ans avant de se transférer à une autre école. Marguerite n'avait rien à faire avec les enfants, me dit Jeanne lors d'une conversation téléphonique. Elle voyait les enfants comme des problèmes à gérer, pas comme des personnes à nourrir. Elle jouait constamment aux favoris. Les enfants de familles aisées recevaient un traitement spécial, tandis que les enfants de foyers de classe ouvrière étaient traités comme des fardeaux. Jeanne décrivit comment Marguerite faisait des commentaires dédaigneux sur les enfants qui venaient à l'école en vêtements usés ou avec des cartes de repas gratuits. Elle les appelait ses enfants et semblait prendre plaisir à trouver des raisons de les suspendre ou de les discipliner. La goutte qui a fait déborder le vase pour moi fut quand elle refusa de permettre à un élève de 4e année d'appeler sa grand-mère après qu'il soit tombé malade à l'école, continua Jeanne. Les parents du garçon travaillaient tous les deux en double équipe et sa grand-mère était son contact d'urgence. Mais Marguerite dit qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper du drame familial et le fit s'asseoir dans le bureau de l'infirmière pendant 4 heures jusqu'à ce que ses parents puissent de quitter le travail. Armée de cette information, j'ai contacté plus de familles qui avaient eu des expériences négatives avec Marguerite. J'ai trouvé 12 parents disposés à fournir des déclarations sur son traitement inapproprié de leurs enfants. Certaines des histoires étaient déchirantes, des enfants rentrant chez eux en larmes parce que la directrice adjointe les avait humiliés devant leurs camarades de classe, des parents se faisant dire que leurs enfants étaient inaptes à l'enseignement quand ils avaient simplement besoin de soutien supplémentaire. David était ravi de cette preuve supplémentaire. Cela montre un pattern clair de mépris pour le bien-être des enfants, expliqua-t-il. La réaction de Marguerite à la blessure de votre fille n'était pas une aberration. C'était cohérent avec son manque fondamental d'empathie pour les enfants. Pendant ce temps, la récupération d'Émilie s'avérait plus compliquée que nous l'avions initialement espéré. Le neurologue expliqua que les traumatismes crâniens chez les jeunes enfants révélaient souvent leur impact complet au fil du temps, alors que le développement de l'enfant progressait et que de nouveaux défis émergeaient. Nous voyons des signes inquiétants, me dit le docteur Rodriguez lors d'un de nos rendez-vous de suivi réguliers. La mémoire à court terme d'Émilie a été affectée, et elle montre des signes de difficulté avec la fonction exécutive, des choses comme la planification, l'organisation et le contrôle des impulsions. L'orthophoniste avait des préoccupations similaires. Émilie avait du mal à trouver des mots parfois, et sa capacité à suivre des instructions à plusieurs étapes avait été compromise. Ce qui semblait être des problèmes mineurs immédiatement après l'accident étaient maintenant clairement des symptômes de dommages cérébraux plus significatifs. La bonne nouvelle est que le cerveau des enfants est remarquablement plastique, expliqua l'orthophoniste. Avec une thérapie intensive, beaucoup de ces problèmes peuvent s'améliorer significativement. Mais ce va être un long processus. Possiblement des années. Chaque nouveau défi qu'Émilie affrontait ne faisait qu'alimenter ma détermination à faire payer Catherine et Marguerite pour ce qu'elles avaient fait. Ce n'était pas juste à propos du traumatisme immédiat. Elles avaient potentiellement affecté tout l'avenir de ma fille, sa capacité à apprendre et réussir à l'école, sa confiance et son estime de soi. Les séances de thérapie étaient déchirantes à regarder. Émilie devenait frustrée quand elle ne pouvait pas se souvenir d'instructions simples ou quand les mots ne lui venaient pas. Elle me demandait pourquoi elle ne pouvait plus penser aussi bien qu'avant, pourquoi certaines choses qui étaient faciles avant étaient maintenant si difficiles. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, maman ?» me demanda-t-elle un jour après une séance d'ergothérapie particulièrement difficile. « C'est pour ça que mon cerveau a été blessé ?» J'ai dû quitter la pièce pour me ressaisir. L'idée que ma douce et innocente fille puisse se blâmer pour ce que Catherine lui avait fait était presque insupportable. La pression financière devenait également écrasante. Même avec l'assurance, nous faisions face à des milliers de dollars de dépenses de notre poche chaque mois. J'avais dû prendre un congé prolongé de mon travail pour gérer les soins d'Émilie, ce qui signifiait que nous avions perdu une portion significative de nos revenus juste quand nos dépenses montaient en flèche. J'ai fait des demandes d'assistance à travers divers programmes, mais la bureaucratie était un cauchemar. Les formulaires devaient être remplis en triple exemplaire, les dossiers médicaux devaient être soumis et resoumis, et chaque demande semblait nécessiter 3 signatures différentes de spécialistes, qui étaient réservées solidement pendant des mois. Pendant ce temps, Catherine postait sur les réseaux sociaux ses vacances à Cabo avec son nouveau petit ami, apparemment non dérangé par le fait que ses actions avaient laissé une enfant de 3 ans avec des dommages cérébraux permanents. Les photos la montraient se prélassant au bord de la piscine, cocktail à la main, avec des légendes sur le fait de vivre sa meilleure vie et de ne pas laisser les gens négatifs la déprimer. Marguerite n'était pas mieux. Elle avait commencé un blog appelé « Sagesse de l'expérience »,
où elle écrivait des posts moralisateurs sur les parents qui s'attendaient à ce que les écoles accommodent chaque caprice de leurs enfants flocons de neige spéciaux. L'ironie de quelqu'un qui avait minimisé le traumatisme crânien d'un enfant écrivant sur l'attitude de droit parental était écœurante. C'est alors que j'ai décidé d'étendre ma campagne au-delà des simples procédures légales. J'ai créé une chronologie détaillée des événements et les partagé sur chaque groupe Facebook local et forum communautaire que je pouvais trouver. J'ai inclus des photos des blessures d'Emily, avec son visage obscurci pour la vie privée, des copies des rapports médicaux et des déclarations de témoins. J'ai fait en sorte que tout le monde dans notre communauté sache exactement ce que Catherine et Marguerite avaient fait et comment elles avaient réagi après. La réponse fut immédiate et écrasante. Les parents étaient horrifiés par ce qu'ils lisaient et beaucoup partagèrent leurs propres expériences négatives avec les deux femmes. Le post fut partagé des centaines de fois, atteignant bien au-delà de notre communauté immédiate. Les entreprises locales commencèrent à prendre leur distance avec Catherine et Marguerite. Le club de campagne où Marguerite était membre depuis 15 ans lui demanda tranquillement de démissionner. La boutique où Catherine faisait ses achats régulièrement lui dit qu'elle n'était plus la bienvenue après que d'autres clients se soient plaints de sa présence. J'ai aussi contacté les organisations professionnelles et les conseils de licence. La licence immobilière de Catherine était due pour renouvellement et j'ai fait en sorte que le conseil de licence soit au courant de ces accusations criminelles et du pattern de comportement violent. Pour Marguerite, j'ai contacté le département d'éducation de l'État et fourni la documentation de son traitement inapproprié d'étudiants au cours des années. L'attention médiatique s'intensifia quand une journaliste locale, Marie Santos, décida de faire une enquête approfondie sur le cas. Elle interviewa les témoins, examina les documents de cours et parla avec d'autres familles qui avaient eu des expériences négatives avec Marguerite dans son rôle de directrice adjointe. La série d'articles qui en résulta peignit un portrait dévastateur des deux femmes. Les gros titres étaient brutaux. Agent immobilier local accusé d'agression sur un bambin. L'historique d'une directrice adjointe de minimiser les préoccupations des étudiants. Et famille cherche justice après blessure, menaçant la vie d'un enfant. L'enquête de Marie découvrit des informations encore plus troublantes. Elle trouva que Marguerite avait été réprimandée par le district scolaire 2 fois dans les 5 dernières années pour interactions inappropriées avec les étudiants et les parents, mais les actions disciplinaires avaient été gardées confidentielles. Le conseil scolaire, face à la pression publique, finit par publier une déclaration reconnaissant des patterns inquiétants de comportement et promettant une révision complète des politiques de personnel. La révélation la plus dommageable vint quand Marie obtint des enregistrements audio de réunions du conseil scolaire où Marguerite avait fait des commentaires dédaigneux sur les étudiants avec des difficultés d'apprentissage et des besoins spéciaux. Dans un enregistrement, on pouvait l'entendre dire que certains enfants ne sont tout simplement pas capables de suivre les standards académiques normaux et suggérant que les parents d'étudiants en difficulté devraient accepter la réalité plutôt que de pousser pour des accommodations. Les parents de la communauté étaient outrés. Des pétitions commencèrent à circuler demandant la cessation d'emploi immédiate de Marguerite, et des manifestations furent organisées devant le bureau du district scolaire. Le hashtag « Pige vires Marguerite Anderson » commença à être tendance sur les réseaux sociaux locaux. La situation de Catherine se détériorait tout aussi rapidement. Son avocat de défense criminelle lui avait conseillé de garder un profil bas, mais elle semblait incapable de rester hors des projecteurs. Elle donna une interview à une station de radio locale où elle essaya de se présenter comme la victime, prétendant que j'étais engagée dans une campagne vicieuse de harcèlement contre sa famille. « Tout ce que j'ai fait, c'est jeter un morceau de gâteau », dit-elle pendant l'interview. « Les enfants tombent tout le temps. Cette femme essaie de détruire ma vie pour un accident. » L'interview eut l'effet inverse spectaculaire. Les auditeurs appelèrent pour exprimer leur dégoût de la caractérisation que Catherine faisait de l'incident comme « juste jeter du gâteau ». La station de radio reçut tant de plaintes qu'elle publia des excuses publiques pour lui avoir donné une plateforme pour minimiser l'agression d'un enfant. Alors que le procès criminel approchait, je pouvais voir l'impact que l'examen public avait sur Catherine et Marguerite. Catherine avait perdu du poids significatif et avait l'air hagarde chaque fois qu'elle apparaissait en cours. Marguerite avait développé un tremblement notable dans ses mains et semblait avoir vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques mois. Mais je ne ressentais aucune sympathie pour aucune d'elles. Chaque fois que je regardais Émilie lutter avec une tâche qui aurait dû être simple pour un enfant de son âge, chaque fois qu'elle devenait frustrée parce que son cerveau blessé ne pouvait plus traiter l'information comme avant, j'étais rappelée de pourquoi elle méritait tout ce qui leur arrivait. La semaine avant le début du procès, l'avocat de Catherine approcha David avec une offre de négociation de plaidoyer. Catherine plaiderait coupable à une accusation moindre en échange d'une probation et de services communautaires, mais pas de temps de prison. David apporta l'offre à moi, mais je la rejetai immédiatement. « Elle a presque tué ma fille », lui dis-je. Elle a jeté un objet lourd sur la tête d'une enfant de 3 ans avec assez de force pour fracturer son crâne.
Puis, elle n'a montré aucun remords whatsoever. Je veux qu'elle fasse face aux conséquences complètes de ce qu'elle a fait. Les nouvelles locales reprirent l'histoire après que quelqu'un ait fait fuiter le rapport de police. Le gros titre disait « Femme jette un gâteau sur une enfant de 3 ans, cause une fracture du crâne ». L'histoire devint virale sur les réseaux sociaux, et soudain, tout le monde en ville savait ce que Catherine et Marguerite avaient fait. Au moment où l'histoire atteignit les réseaux sociaux, elle avait pris une vie propre. Le post Facebook original avait été partagé plus de 50 000 fois, avec des commentaires allant de l'indignation à l'incrédulité. Les utilisateurs de Twitter appelaient au boycott de toute entreprise qui continuait à s'associer avec Catherine ou Marguerite. Quelqu'un avait même créé une pétition Change.org, exigeant que les deux femmes fassent face aux conséquences légales maximales possibles. La nature virale de l'histoire signifiait que les actions de Catherine et Marguerite étaient discutées bien au-delà de notre petite communauté. Les blogs parentaux reprirent l'histoire, l'utilisant comme exemple de comment les adultes peuvent échouer à protéger les enfants. Les défenseurs de la sécurité des enfants citèrent le cas dans leurs appels pour des lois plus fortes protégeant les mineurs de l'agression. La compagnie immobilière de Catherine ne se contenta pas de la laisser tomber. Ils effacèrent toute trace de son existence de leur site web et de leurs matériaux marketing. Ses photos professionnelles furent retirées, sa biographie supprimée et son nom rayé de leur répertoire d'agents. C'était comme si elle n'avait jamais travaillé là du tout. L'enquête du conseil immobilier fut rapide et décisive. Ils suspendirent sa licence immédiatement et commencèrent les procédures pour révocation permanente. La présidente du conseil publia une déclaration disant que les individus qui s'engagent dans la violence contre les enfants n'ont pas leur place dans la profession immobilière, où la confiance et le caractère sont primordiaux. La situation de Marguerite à l'école devenait également intenable. Les parents retiraient leurs enfants des classes plutôt que de risquer qu'ils interagissent avec elles. Les enseignants demandèrent des transferts à d'autres écoles pour éviter de travailler sous sa supervision. Le conseil scolaire faisait face à une pression sans précédent pour agir de manière décisive. Pendant une réunion du conseil scolaire particulièrement houleuse, plus de 200 parents remplirent l'auditorium pour exiger la cessation d'emploi de Marguerite. Un par un, ils partagèrent les histoires des expériences négatives de leurs enfants avec elle, des instances d'humiliation, de dédain et de cruauté pure qui peignirent le portrait de quelqu'un fondamentalement inapte à travailler avec des enfants. Ma fille rentrait chez elle en pleurant tous les jours pendant 1 mois parce que Madame Henderson lui avait dit qu'elle était stupide d'avoir besoin d'aide en mathématiques, témoigna une mère. Elle a 7 ans. Les enfants de 7 ans ont besoin d'aide en mathématiques. Un autre parent décrivit comment Marguerite avait forcé son fils à manger seul dans le couloir pendant 1 semaine parce que le garçon avait été perturbateur en classe, une perturbation qui s'avéra être l'enfant posant des questions parce qu'il ne pouvait pas voir le tableau et avait besoin de lunettes. Les témoignages continuèrent pendant des heures, chacun plus accablant que le précédent. À la fin de la réunion, il était clair que la position de Marguerite était complètement intenable. 3 jours plus tard, le conseil scolaire vota à l'unanimité pour mettre fin à son emploi, effectif immédiatement. Le vote fut accueilli par des applaudissements tonitruants de l'auditorium bondé. La compagnie immobilière de Catherine la licencia immédiatement. Ils publièrent une déclaration disant qu'ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un associé à la maltraitance d'enfants représentant leur marque. Le conseil immobilier suspendit sa licence en attendant l'issue du cas criminel. Marguerite fut mise en congé administratif pendant que le district scolaire menait sa propre enquête. Les parents appelaient à son renvoi, disant qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un qui cautionnait la violence contre les enfants travaille avec leurs enfants. Alors que le cas criminel avançait, je m'assurais de documenter chaque aspect des luttes continues d'Émilie. Je gardais un journal détaillé de ses bons et mauvais jours, les moments où elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, les fois où elle fondait en larmes parce qu'un puzzle simple qui était facile avant était maintenant impossible pour elle à compléter. L'ergothérapeute, Dr. Kim, aidait Émilie à réapprendre les compétences qui avaient été affectées par sa blessure. Des tâches comme attacher ses chaussures ou couper avec des ciseaux, des choses qu'elle maîtrisait avant l'accident, nécessitaient maintenant de la pratique et de la patience supplémentaire. Sa coordination avait été affectée par la lésion cérébrale, et regarder son travail si dur pour regagner les capacités qu'elle avait perdues était déchirant. Elle travaille 2 fois plus dur que les autres enfants de son âge juste pour faire des choses normales, m'expliqua Dr. Kim après une séance particulièrement difficile. La blessure a affecté la partie de son cerveau responsable de la planification motrice et de la coordination. Avec le temps et la thérapie, elle s'améliorera, mais elle pourrait toujours avoir certaines limitations. J'enregistrai ces conversations, sachant qu'elles seraient cruciales pour le cas civil. Chaque pièce d'évidence qui montrait l'impact à long terme des actions de Catherine aiderait à s'assurer qu'Émilie reçoive la compensation qu'elle méritait pour une vie de défi. Les tests neuropsychologiques montrèrent que bien que la blessure d'Émilie guérissait bien, il y avait certaines zones de préoccupation.
Dr. Williams avait mené des évaluations développementales appropriées à l'âge et trouva qu'Emily montrait quelques retards dans la vitesse de traitement et l'attention qui n'existait pas avant l'accident. La bonne nouvelle est que sa blessure s'est produite pendant que son cerveau est encore très plastique, expliqua Dr. Williams pendant notre rencontre. Les enfants de son âge font souvent des récupérations remarquables avec une thérapie et un soutien approprié. Cependant, nous devrons la surveiller de près quand elle commencera l'école pour s'assurer qu'elle obtienne toute aide supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin. Le rapport estima qu'Emily aurait probablement besoin de thérapie continue et potentiellement de soutien éducationnel, avec des coûts qui pourraient atteindre 200 000 $ au cours des prochaines années, un fardeau significatif pour toute famille. Je fis des copies de chaque rapport médical et notes de thérapie, construisant un dossier compréhensif qui peignait une image claire de comment un moment de violence avait altéré à jamais la trajectoire de vie de ma fille. Chaque document était un autre clou dans le cercueil de Catherine, plus d'évidence de la destruction qu'elle avait causée. Pendant ce temps, je construisais aussi un cas contre Marguerite pour son rôle dans les conséquences. Bien qu'elle n'ait pas jeté le gâteau, sa réponse à la blessure d'Emily était presque également dommageable. Je recherchais les précédents légaux pour la responsabilité du spectateur et l'échec de porter secours dans les cas impliquant des enfants blessés. David était intrigué par cet angle. Marguerite avait un devoir légal et moral d'assurer la sécurité des enfants à cette fête, expliqua-t-il. Son mépris de l'urgence médicale évidente de votre fille pourrait constituer de la négligence, surtout étant donné son parcours professionnel en éducation. Nous trouvâmes des cas où les administrateurs scolaires avaient été tenus responsables pour avoir échoué à répondre appropriément aux blessures d'étudiants. La réaction de Marguerite me disant de la ramasser juste pendant qu'Emily était inconsciente et saignait était exactement le genre de réponse que les cours avaient trouvé inacceptable dans des situations similaires. J'ai aussi découvert que Marguerite avait menti à la police dans sa déclaration initiale. Elle avait prétendu qu'Emily était juste tombée en jouant et minimisé la sévérité de ses blessures. Le rapport de police montrait que Marguerite avait dit aux officiers qu'Emily pleurait juste pour une bosse sur la tête. Cette découverte mena à des accusations supplémentaires contre Marguerite pour avoir fourni de fausses informations à l'application de la loi et l'expression de la justice. Le procureur construisait un cas que les deux femmes avaient non seulement causé d'une attaque commune, mais avaient ensuite activement travaillé pour couvrir la sévérité de ces conséquences. L'enquête révéla aussi que Catherine avait bu en fait. Plusieurs témoins mentionnèrent qu'elle avait consommé du vin tout l'après-midi, et un parent se souvenait spécifiquement qu'elle remplissait son verre plusieurs fois. Un test de toxicologie n'avait pas été effectué sur les lieux, mais les déclarations de témoins suggéraient que le jugement de Catherine pourrait avoir été altéré quand elle prit la décision de jeter le gâteau. Cette information ouvrit des avenues supplémentaires pour la responsabilité criminelle et civile. Les accusations d'agression devenaient plus sérieuses quand l'alcool était impliqué, et le cas civil pouvait maintenant inclure des arguments sur la mise en danger imprudente et la prise de décision altérée. Je passais des heures chaque nuit à rechercher des cas similaires, cherchant des précédents et des stratégies qui pourraient aider à assurer des conséquences maximales pour les deux femmes. Je lus sur d'autres parents qui s'étaient battus pour la justice après que leurs enfants aient été blessés, et j'appris sur les diverses façons que les perpétrateurs essayèrent de minimiser leurs actions ou d'échapper à la responsabilité. Un cas qui résonna particulièrement avec moi impliquait une travailleuse de garderie qui avait secoué un bambin, causant des dommages cérébraux similaires à ceux d'Emily. La travailleuse avait initialement prétendu que c'était un accident, mais les images de sécurité montraient qu'elle avait été frustrée par les pleurs de l'enfant et l'avait délibérément secoué dans la colère. Les similitudes avec le cas de Catherine étaient frappantes. Les deux impliquaient des adultes qui avaient perdu le contrôle et déchargé leur colère sur des enfants sans défense. Le cas de la garderie avait résulté en pénalités criminelles significatives et un jugement civil de plusieurs millions de dollars. Le précédent me donna l'espoir que nous pourrions atteindre des résultats similaires dans notre cas. Je recherchai aussi l'historique d'emploi de Marguerite plus minutieusement et découvris qu'elle avait été nommée comme défendresse dans 2 poursuites précédentes impliquant le bien-être des étudiants. Les 2 cas avaient été réglés hors cours avec des accords de confidentialité, mais je pus trouver des références à eux dans les bases de données de dépôt de cours. Un cas impliquait un étudiant qui avait été blessé lors d'une sortie scolaire, quand Marguerite avait soi-disant échoué à suivre les protocoles de sécurité appropriés. L'autre concernait un enfant avec des besoins spéciaux qui avait été inappropriément discipliné et humilié devant ses camarades de classe. Le pattern de mépris pour le bien-être des enfants devenait de plus en plus clair. David demanda les dossiers des 2 cas précédents, argumentant qu'il montrait un pattern de négligence qui était pertinent à notre poursuite actuelle. Bien que les accords de règlement nous empêchent de voir les détails complets, le fait que le district scolaire avait payé des sommes significatives pour résoudre les 2 cas suggérait que la conduite de Marguerite avait été sérieusement problématique.
Alors que la nouvelle de ces incidents précédents se répandait dans la communauté, l'opinion publique contre Marguerite se durcit encore plus. Les parents commencèrent à se demander combien d'autres enfants avaient été blessés par sa négligence au cours des années et comment le district scolaire lui avait permis de continuer à travailler malgré ces signaux d'alarme. Le conseil scolaire fit face à une pression croissante pour expliquer pourquoi ils avaient gardé Marguerite dans sa position malgré les règlements précédents. Les réunions du conseil devinrent des affaires contentieuses, avec des parents exigeant des réponses sur les pratiques d'embauche et de rétention du district. Pendant une réunion particulièrement houleuse, le président du conseil scolaire fut forcé de reconnaître qu'ils avaient été au courant de certaines préoccupations concernant la performance de Marguerite, mais avaient cru que la formation et la supervision supplémentaires abordèrent les problèmes. Les parents étaient outrés que leurs enfants aient été mis en danger par la décision du conseil de donner à Marguerite plusieurs chances de s'améliorer. La révélation des incidents précédents attira aussi l'attention des officiels de l'éducation de l'État, qui ouvrirent leur propre enquête sur les pratiques de personnel du district scolaire. Le département d'éducation de l'État annonça qu'il réviserait tous les cas impliquant Marguerite et examinerait si le district avait suivi les protocoles appropriés pour rapporter et adresser les préoccupations concernant la conduite des employés. Cette enquête élargie signifiait que Marguerite faisait maintenant face à des conséquences potentielles à plusieurs niveaux. Accusations criminelles liées au cas d'Émilie, cessation d'emploi de sa position actuelle, révocation potentielle de ses qualifications d'enseignement et examen des officiels de l'État qui pourraient affecter sa capacité à travailler en éducation n'importe où dans l'État. La pression prenait clairement son péage sur les deux femmes. Catherine avait développé un tic notable dans son œil gauche, et elle avait perdu tant de poids que ses vêtements pendaient lâchement sur sa silhouette. Elle avait été forcée de déménager chez ses parents âgés après avoir perdu son appartement, puisqu'aucun propriétaire en ville ne lui louerait une fois que son histoire devint publique. Marguerite ne s'en sortait pas mieux. Le stress avait exacerbé sa haute pression sanguine, et elle avait été hospitalisée 2 fois pour ce que les médecins décrivirent comme des épisodes cardiaques liés au stress. Son mari, qui l'avait initialement soutenu, considérait apparemment le divorce alors que le scandale continuait à endommager sa propre réputation dans la communauté. Le cas criminel prit presque 8 mois pour se frayer un chemin à travers le système. Pendant ce temps, je regardais les tentatives de Catherine de minimiser ce qu'elle avait fait devenir de plus en plus désespéré. Sa stratégie initiale de prétendre que c'était un accident s'effondra quand plusieurs témoins témoignèrent qu'elle avait délibérément visé le gâteau au visage d'Émilie. Pendant le procès, le procureur joua un enregistrement de mon appel au 911. Vous pouviez entendre la panique dans ma voix alors que je décrivais ma fille inconsciente saignant sur le béton. Plusieurs jurés pleuraient à la fin. L'avocat de Catherine essaya d'argumenter que c'était un accident, qu'elle avait seulement voulu jeter le gâteau près d'Émilie, pas sur elle. Mais les témoins étaient clairs. Ils avaient vu Catherine viser directement le visage de ma fille et jeter le gâteau avec une force terrible. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur les 2 accusations. Catherine fut condamnée à 4 mois de prison, 2 ans de probation et ordonnée de payer la restitution complète pour les dépenses médicales d'Émilie. Marguerite ne fit jamais face à des accusations criminelles, mais le district scolaire la renvoya après que leur enquête conclut que sa réponse à l'incident montrait un manque fondamental de jugement et de compassion qui la rend inapte à travailler avec des enfants. Le cas civil prit une autre année à résoudre. David argumenta que les actions de Catherine avaient été si imprudentes et les conséquences si sévères que des dommages significatifs étaient justifiés. Il fit venir des experts médicaux qui témoignèrent sur les défis continus d'Émilie et les coûts associés à ses soins et surveillance continuée. Le jury nous accorda 650 000 $ en dommages. Bien que Catherine ait dû déclarer faillite, nous pûmes collecter la plupart du jugement à travers la saisie de ses salaires futurs et la vente d'actifs. L'argent aiderait à s'assurer qu'Émilie ait accès à toute thérapie ou soutien éducationnel supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin en grandissant. Mais les conséquences sociales furent peut-être la pire partie pour elle. Dans une petite ville comme la nôtre, tout le monde savait ce qui s'était passé. La licence immobilière de Catherine fut suspendue pour 2 ans plutôt que révoquée de façon permanente, mais la condamnation rendit presque impossible pour elle de trouver du travail dans l'industrie. Elle finit par déménager dans un autre État pour reconstruire sa carrière. Marguerite perdit ses qualifications d'enseignement et fut incapable de trouver du travail en éducation n'importe où dans l'État. Elle finit par déménager dans une communauté de retraités en Floride, incapable de gérer le jugement constant et les murmures dans notre petite ville. Paul et moi divorçâmes 6 mois après l'incident. Il ne me pardonna jamais d'avoir détruit sa famille, et je ne lui pardonnai jamais de ne pas avoir protégé notre fille. Il déménagea chez sa mère après que Marguerite perde sa maison, et je le vois rarement maintenant. Émilie va beaucoup mieux maintenant, 2 ans plus tard.
Elle a encore besoin d'un soutien supplémentaire avec certaines tâches, et nous continuons avec des examens réguliers pour surveiller ses progrès. Mais elle s'est avérée être incroyablement résistante, et elle prospère à la maternelle avec l'aide d'une enseignante merveilleuse qui comprend ses besoins. Nous avons utilisé une partie de l'argent du règlement pour déménager dans une ville différente, où nous pourrions commencer frais sans les rappels constants de ce qui s'était passé. Émilie s'est fait beaucoup d'amis qui ne connaissent pas son traumatisme passé, et elle est, comme tout autre enfant de 6 ans, pleine de curiosité et de joie. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de ce qui est arrivé à Catherine et Marguerite. Ils disent que je suis allée trop loin, que j'ai ruiné leur vie pour ce qui était essentiellement un moment de mauvais jugement. Mais je ne me sens pas coupable du tout. Ce que Catherine a fait à ma fille n'était pas un moment de mauvais jugement, c'était un acte délibéré de violence contre un enfant sans défense. Et leur réaction après, minimisant ses blessures et refusant de prendre la responsabilité, montra exactement qui elles étaient vraiment. Je pense souvent à ce jour, et je suis toujours frappée par la rapidité avec laquelle tout a changé. Un moment, Émilie était une petite fille heureuse, excitée par le gâteau d'anniversaire. Le suivant, elle se battait pour sa vie parce que 2 adultes décidèrent que leur convenance était plus importante que sa sécurité.